Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau webinaire Data Grand Test consacré au référentiel national des bâtiments dans le cadre de nos événements webinaires les jeudis. Abonnez-vous à la donnée. Donc, c'est un rendez-vous mensuel tous les premiers jeudis du mois de 11 h à midi. Et donc, en lien évidemment avec un sujet avec les données géographiques ou non géographiques. Et on essaye évidemment de faire intervenir des cas d'usage. Là, nous n'aurons pas d'intervenants dans la région parce que c'est un sujet un petit peu nouveau et parce que les gens qui auraient pu intervenir n'étaient pas disponibles. Mais on a de la chance d'avoir deux interlocuteurs de Bordeaux et de Saint-Martin-d'Air. Avant de commencer le webinaire, on va vous donner quelques conseils. Donc, du coup, ça sera peut-être plus facile en utilisant le logiciel Chrome. Nous aurons des présentations, 3 présentations, et ensuite une séquence, 3 séquences questions-réponses. Il est important d'utiliser bien l'onglet questions pour poser vos questions. L'onglet chat étant réservé aux échanges. Donc, bien utiliser l'onglet questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à tout moment. Et c'est Jean-Pierre Rodriguez de l'équipe Data Grand Test qui va assurer la modération. Oui, merci Eric. Donc, Jean-Pierre Rodriguez, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de l'administration de la plateforme Data Grand Est. Voilà. Et donc, moi-même, je suis Eric Tudy de l'Adréal Grand Est et chef de projet Data Grand Est pour l'Adréal, donc dans l'équipe Data Grand Est. Donc, tous nos supports et vidéos seront ensuite disponibles sur le site Data Grand Est et sur la chaîne YouTube Data Grand Est. Le programme aujourd'hui, donc c'est le référentiel national du bâtiment. Donc, il nous a semblé important d'aborder ce thème parce que c'est un produit qui est relativement nouveau, qui concerne les bâtiments, donc quelque chose qui concerne tout le monde dans toutes les thématiques, et voilà, dans lequel on sera tous amenés à avoir besoin justement de ces éléments pour travailler. Donc, à la fois très spécifique sur une thématique, le bâtiment, mais qui peut nous concerner dans tout type de travaux. Et donc, c'est Inès Chaibi qui va présenter le référentiel national du bâtiment. Alors, vous pouvez afficher tous les trois votre caméra, comme ça, on va pouvoir, en présentant le programme. Donc, Inès Chaibi, vous êtes… Bonjour, donc je suis Inès Chaibi, je suis chargée de relations externes pour l'équipe du référentiel national des bâtiments. Et je suis également en charge d'accompagner les collectivités dans leur usage du référentiel. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes, il y a plusieurs services donc, qui se sont porteurs du projet. Vous pouvez peut-être les citer? Oui, donc le référentiel national des bâtiments, c'est un produit qui est porté par plusieurs administrations, dont donc les administrations sponsors du produit sont l'IGN, l'ADEME, la DINUM, la DGALN et le CSTB, donc le Centre scientifique et technique des bâtiments. Merci. Et nous sommes incubés à la fabrique des géocommuns de l'IGN. Merci. Et donc ensuite, c'est Adeline Ferchaud de Bordeaux Métropole qui nous présentera comment la métropole de Bordeaux a enrichi ses bases de données avec le référentiel national des bâtiments pour en développer les usages. Oui, bonjour à tous. Donc, Adeline Ferchaud, moi je suis à la direction générale du numérique et des systèmes d'information et plus particulièrement en charge de l'exploitation, la production de données géographiques et de leurs usages et notamment tout ce qui concerne les données sur les bâtiments. Merci. Et ensuite, c'est Pierre Martin de Saint-Martin-d'Air qui nous montrera comment il a intégré le RNB dans le référentiel SIG de la commune de Saint-Martin-d'Air. Effectivement, donc bonjour, Martin Pierre, je suis responsable du service SIG de la ville de Saint-Martin-d'Air. Et c'est un poste, je vous expliquerai un peu le parcours, c'est un service qui est remonté depuis septembre de l'année dernière. Donc, on est en cours d'intégration des référentiels et effectivement, on est en cours d'intégration des données du RNB dans le référentiel puisque c'est une donnée qui est très importante pour nos services métiers. Voilà. Alors, un grand merci à vous tous, un grand merci à Inès Chaibi parce que c'est vraiment avec elle qu'on a monté le programme, voilà. Et donc, qui nous a permis justement d'avoir des intervenants de qualité qui n'étaient pas de la
de la région, parce qu'on n'a pas trouvé dans la région qui était disponible. Et donc, on va commencer par vous, Inès. Qu'est-ce que c'est le référentiel national du bâtiment? Alors, c'est parti. Déjà, merci beaucoup, Eric et Jean-Pierre, d'avoir sollicité le référentiel national des bâtiments pour présenter le produit et ses usages aux acteurs de la région Grand Est. On est vraiment ravis de pouvoir vous présenter le produit et d'autant plus aux côtés de Nadine Perchaud et Pierre Martin qui sont vraiment qui suivent le RNB depuis leur tout début. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être là et donc c'est parti pour la présentation. Alors, la mission du référentiel national des bâtiments, c'est de permettre à toute personne d'identifier de manière commune un bâtiment et de faire circuler l'information efficacement, donc l'information qui est liée à ce bâtiment-là. Donc, concrètement, la vue d'ensemble du référentiel, c'est déjà de fournir une définition du bâtiment, un standard de qu'est-ce que c'est un bâtiment. Ça n'existait pas avant et c'était un énorme travail effectué avec le CNIF, donc le Conseil national de l'information géolocalisée. Et d'ailleurs, Adeline et Pierre ont aussi participé à ces groupes de travaux pour aboutir à cette définition. Donc ça, c'est le premier élément de la construction de ce référentiel. Ensuite, l'objectif du référentiel, c'est d'être exhaustif. Il va couvrir tout le territoire national, dom-tom inclus. Et l'objectif, pour être efficace, on a besoin de fournir une information qui est plus à jour et la plus fraîche possible. Donc, c'est une vision de géocommun, donc c'est une communauté de contributeurs. C'est ça l'objectif, c'est que le référentiel soit alimenté pas par une seule source, mais plusieurs sources qualitatives qui permettent d'obtenir l'information le plus rapidement possible et de la faire circuler. Pour la faire circuler et aussi pour identifier de manière unique un bâtiment, l'objectif du RNB, c'est d'être interopérable et pour ça, il fournit une donnée pivot qui est l'ID RNB. C'est l'identifiant du bâtiment. On va détailler tout à l'heure pourquoi cette donnée-là permet l'interopérabilité et pourquoi on l'appelle donnée pivot. Et enfin, donc c'est une base en open data. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, que ce soit des citoyens, des privés, des collectivités, des administrations, et de manière gratuite. Alors, plus en détail, donc chaque bâtiment a son identifiant, donc l'ID RNB, qui est une sorte de plaque d'immatriculation du bâtiment. Donc, cet identifiant est unique à chaque bâtiment. Il est pérenne dans le temps. Donc, quel que soit l'événement de vie sur ce bâtiment-là, si vous utilisez un identifiant aujourd'hui et vous revenez dans 10 ans, si ce bâtiment a été détruit ou rénové avec des extensions, etc., vous retrouverez toujours une information liée à cet identifiant. Soit il existe toujours et il est actif, soit il a eu des modifications, il a été fusionné avec un autre bâtiment, ou il a été découpé. Vous retrouverez en fait toute la filiation du bâtiment et l'historique des événements qui sont passés. Toutes les données sont historisées, effectivement depuis 2024, date de mise en production du référentiel. Enfin, l'objectif de l'identifiant, donc l'ID RNB, c'est d'être intégré dans des bases métiers. Un point important, c'est que le référentiel national des bâtiments, c'est conçu comme une base de référence et non pas une base métier. Donc, l'objectif n'est pas d'agréger d'informations métiers comme vous pouvez en trouver dans la BD Topo ou la BDNB, mais d'avoir le moins d'informations possible, mais qui permettent de manière sûre et unique d'identifier un bâtiment et ainsi de pouvoir utiliser cette information-là pour les lier aux informations des autres bases. Ici, sur la slide, je vous ai mis un descriptif du standard CNIL du bâtiment. Vous avez un lien qui vous redirige vers un document vraiment très complet avec des exemples, des photos, etc. pour vous aider à prendre en main cette définition-là et l'appliquer plus facilement. Et aujourd'hui, le référentiel dispose de 44 millions de bâtiments recensés. Alors, quel type de données vous pouvez obtenir à partir de l'identifiant du bâtiment? Donc déjà, dans le référentiel lui-même, vous avez comme attribut pour chaque bâtiment sa géolocalisation précise, la liste de ses adresses et les clés PAN associées, le statut du bâtiment, c'est-à-dire s'il est en cours de construction, construit, démoli, son identifiant BD Topo et son identifiant BDNB. On a également rajouté à titre indicatif pour aider, ça a été une demande de nos utilisateurs, la géométrie du bâtiment et le numéro de parcelle. Donc,
la géométrie, c'est pas la géométrie du cadrage, on n'est pas référence sur la géométrie, donc c'est vraiment à titre indicatif pour vous permettre de plus facilement visualiser le bâtiment. Donc ça, c'est les données dans le référentiel, mais vous avez aussi accès aux données dans les bases interopérables que vous pouvez trouver facilement sur le site RNB, donc rnb.beta.gouv. Dans la page outils et services, enregistrez vos bases de données. Nous avons mis à disposition des utilisateurs la liste des bases qui intègrent les ID RNB. Donc, vous avez la base DPE, donc la base de l'ADEME, qui répertorie les DPE et qui sont liés aux identifiants du bâtiment quand c'est possible. Il y a à peu près 6 millions de DPE reliés à un bâtiment aujourd'hui. La base fichier foncier du CEREMA, qui réunit toutes les informations foncières retravaillées par le CEREMA, la BDNB, la BD Topo, Prioréno logement social, accès libre qui donne de l'information sur le niveau d'accessibilité des bâtiments, DataES, la base de données des équipements sportifs, et plusieurs autres bases, dont aussi des collectivités. Donc celles-ci ne vont pas être ouvertes en open data, contrairement par exemple à la BD Topo, mais c'est intéressant d'ici avoir tout le listing des bases qui intègrent l'ID RNB pour information. Donc il y a des départements, etc. Et on a pas mal d'autres bases qui sont en cours d'intégration qui vont arriver, comme le RPLS, donc le répertoire des logements locatifs et bailleurs sociaux, et Opérat pour la gestion des décrets tertiaires. Donc n'hésitez pas ici à utiliser la page. Et pour revenir à la présentation, un autre moyen de savoir à quelles autres données vous pouvez accéder, vous pouvez aller sur le site data.gouv.fr et rechercher l'information RNB. Et ainsi, vous pourrez retrouver toutes les bases également qui sont en open data et qui intègrent l'IT RNB. Donc, on retrouve, comme tout à l'heure, le CSTB. Et par exemple, la base de Interop, qui est une association qui œuvre dans la santé, qui fait un énorme travail de recoupement entre le RNB et la BAN et la base FINES, qui permet de répertorier les bâtiments et établissements de santé. Donc voilà, donc je repasse sur notre présentation. Donc là, on a vu voilà, la richesse des informations accessibles grâce à l'ID RNB. Et donc c'est là où ça prend sens, cette donnée pivot. Et ben c'est là qu'on voit avec la liste des bâtiments, c'est grâce à un ID RNB que vous allez stocker, vous allez pouvoir les récupérer les DPE, les fichiers fonciers, les informations métiers dans la base BT Topo, BDNB, etc. Aussi, l'objectif d'avoir de l'information la plus fraîche possible, le processus RNB s'intègre aussi dans des outils. Donc, en termes, une des volontés de l'équipe, c'est de s'intégrer plutôt dans le cycle de vie du bâtiment, donc de s'intégrer dans le processus de permis de construire. Et on a travaillé avec NextADS, qui est un logiciel d'ADS, d'autorisation des droits des sols, qui va informer le RNB dès qu'il y a un permis de construire de bâtiments neufs qui va être mis en place par des instructeurs. Donc, les utilisateurs de NextADS nous envoient l'information et on reçoit l'information, et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça s'affiche dans le RNB. Et à terme, c'est de pouvoir créer l'identifiant dès qu'on a la confirmation de fin de chantier. En termes aussi DPE, donc on s'est intégré dans plusieurs logiciels de diagnostic de DPE, donc comme Pléiade et Analyse IMO. Et donc l'objectif, c'est un diagnostiqueur, quand il va faire son DPE, il a un sélecteur, ce qu'on appelle un sélecteur de bâtiment, il a une petite carte qui permet de lier son DPE au bâtiment où il se trouve. Et donc ça alimente la base DPE de l'ADEME. Et enfin, on a également un syndicat, le SIEN, qui est un syndicat intercommunal de la Nièvre, qui est en train d'intégrer les services d'édition du RNB dans ses outils qu'il met à disposition des communes et du conseil départemental de la Nièvre. Donc, on verra tout à l'heure ce que c'est l'édition, mais en gros, ça permet aux utilisateurs d'aller mettre de l'information dans le RNB, donc de dire qu'il y a un nouveau bâtiment qui a été créé, qui n'est pas identifié dans le référentiel, ou corriger l'information adresse, par exemple. Voilà, donc là, on a vu l'étendue de la donnée. Donc, comment y accéder? Donc, vous avez plusieurs méthodes possibles. Soit par DataGouv, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez des exports. Si je reviens là,
ici, sur le référentiel national des bâtiments, vous pouvez exporter les informations soit par département, soit par l'ensemble de la donnée, vraiment sur tout le territoire national. Vous avez également possibilité de récupérer l'information par des API. On met à disposition différents API avec différentes fonctionnalités possibles. Vous avez sur le site RNB ici toutes les informations sur les API disponibles, donc à quoi elles servent. Donc là, typiquement, vous pouvez consulter les informations qu'il y a sur un bâtiment à partir d'un ID, ou lister les bâtiments qui sont autour d'un point de géolocalisation, ou faire le différentiel sur un même bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé entre telle date et telle date, ou éditer le RNB. Donc ici, vous avez vraiment tout le descriptif technique et également des exemples d'utilisation. Et enfin, donc là, accessible sans développement, c'est de la carte interactive, donc qui est accessible à tout le monde sur le site du rnb.beta.gouv.fr. Sur la carte, ici, vous pouvez naviguer sur, soit en mettant des adresses, soit en mettant un identifiant RNB si vous connaissez le bâtiment que vous voulez consulter. Donc ici, on regarde le siège de la région Grand Est. Vous cliquez, chaque petit point, c'est un bâtiment. Donc ici, quand je clique dessus, ça ouvre à gauche le panneau d'information, donc qui affiche les informations qui sont stockées dans le référentiel national des bâtiments. Donc ici, c'est l'ID RNB, donc c'est l'identifiant unique de ce bâtiment-là, le statut qui est construit et l'adresse, sa clé BAN. Et ici, vous avez les correspondances BD Topo, BDNB, donc ici, l'identifiant BDNB, l'identifiant BD Topo, les liens parcelles cadastrales, et ici, donc la géométrie dont on a parlé tout à l'heure. Sachant que vous pouvez avoir on a mis en place différents fonds de carte suite aux demandes des utilisateurs, et vous pouvez aussi afficher en fond le cadastre. Voilà, ici pour vous aider également. Et donc, je peux vous montrer aussi comment sont affichés les permis de construire qu'on reçoit. Donc ici, c'est la commune de Retier qui utilise vraiment tout le flux NextADS avec les permis de construire. Donc, je vais juste enlever le cadastre pour que ce soit un peu plus lisible sur la carte. Et ici, ces icônes jaunes correspondent à des permis de construire qu'on a reçus via le logiciel NextADS. Et donc, vous retrouvez le numéro de permis de construire, sa date d'acceptation. Donc, à terme, quand on aura l'information de fin de chantier, ces bâtiments-là seront créés, donc seront identifiés comme ici avec un point et sa géométrie reçue. Donc, voilà pour l'accès à l'information RNB. Alors, en termes d'usage, je surveille juste l'heure. Ok. En termes d'usage, donc comme vous l'expliquez, et Eric tu dis, en fait les usages sont extrêmement étendus. Ce qu'apporte le RNB, c'est cette maille bâtiment. Donc aujourd'hui, il y avait la maille adresse, la maille locale avec le RIAL. Le RNB, lui, va adresser cette maille bâtiment qui va vous permettre soit de mieux identifier votre parc bâtimentaire et avoir une géolocalisation précise. Donc, certaines collectivités utilisent le RNB, par exemple, pour initialiser des bases patrimoine ou alimenter et l'utiliser pour initialiser leur jumeau numérique. Ensuite, les retours que nous avions de nos utilisateurs, c'est que, en fait, d'avoir le standard de la définition du bâtiment, ça permet de décloisonner déjà le travail entre différentes équipes métiers au sein d'une même administration ou entre vos partenaires et vous, qu'on retrouve enfin un langage commun et on parle du même objet et qui est facilement identifié. Et avec l'ID RNB, qui est une donnée pivot, vous pouvez lier et agréger des données de plusieurs bases différentes. Donc ça permet de décloisonner, de gagner en possibilité et en efficacité. Ensuite, c'est aussi un outil qui vous permet d'analyser. L'accès à l'information va vous permettre de récupérer plein d'informations, soit sur les risques géoclimatiques, soit sur comment suivre la consommation énergétique avant, après rénovation, identifier des périmètres d'intervention en fonction des risques, etc. Et donc, l'ensemble de ces usages-là vous permettent aussi de prendre des décisions de manière plus éclairée, soit d'améliorer une estimation de budget parce que vous avez déjà identifié la zone où il faut agir avec le nombre de bâtiments concernés de manière plus facile et plus efficace que de faire appel à des prestataires qui vont passer plusieurs semaines, plusieurs mois à récupérer l'information.
ça permet aussi de décider de politique de rénovation, donc décider, OK, selon l'état du bâtiment et ses consommations énergétiques, est-ce qu'il vaut mieux le détruire et reconstruire un autre ou le rénover. Et je pense que Adeline et Pierre vont détailler plus de cas d'usage. Et là, je vous ai mis à disposition une slide qui détaille des cas d'usage sur le DPE à titre d'information que vous pourrez consulter ensuite, comme le support vous sera partagé. Une information importante, donc comme je vous disais, un enjeu majeur du référentiel, c'est de fournir de la donnée qualitative et exhaustive. Et on sait que obtenir de la donnée sur les bâtiments, c'est complexe et ça nécessite de passer par plusieurs sources. Donc aujourd'hui, le référentiel national des bâtiments a été initialisé avec la BD Topo et la BDNB. On a une mise à jour continue, donc tous les trimestres de la BD Topo vers le RNB. Et pour compléter ça, on a ouvert la possibilité d'éditer le RNB, c'est-à-dire de modifier directement la donnée par des utilisateurs. Donc ces utilisateurs-là ont, via l'accès par un compte, la possibilité de modifier le statut ou les adresses, modifier la géométrie, créer un bâtiment s'il n'est pas identifié. Le désactiver, c'est un bâtiment qui est en fait détruit, donc il n'a plus lieu d'être dans le RNB, ou redécouper si besoin de fusionner ou scinder un bâtiment en deux en appliquant la définition standard du bâtiment. Et ça va permettre à des sachants comme des acteurs du territoire, comme les collectivités, des bailleurs sociaux, des responsables de bâtiments d'université, de venir apporter de l'information qui est plus difficile d'avoir, par exemple dans la BD Topo, d'avoir un cycle de vie de la donnée plus rapide. La BD Topo a une grosse mise à jour de tous les 3 ans. Et aussi d'ouvrir à certains citoyens qui peuvent aussi avoir de l'information. On va voir le cas d'un témoignage tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà possible aujourd'hui via une API qui est déjà utilisée par le ministère des Sports avec la base DataES. Et on est en train de travailler sur une interface cartographique, donc comme l'interface qu'on vous a montré tout à l'heure, où vous pourrez venir directement modifier le référentiel avec cette interface vraiment totalement clé en main. Donc, si vous souhaitez contribuer au RNB, il suffit de demander votre accès via le formulaire, le lien est ici. Et on étudiera la demande et on vous dira les accès, sachant que l'interface cartographique devrait être mise en place d'ici, je pense, un bon mois. Et donc ça va permettre d'obtenir de la meilleure qualité et avoir une fluidité de mise à jour de la donnée plus rapide. Sachant aussi que on travaille bien sûr avec le groupe de travail bâti du CNIJ sur ce sujet-là, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, et avec toute l'expérience qu'on va acquérir cette année, on vise avec eux de définir et de fixer le standard de méthode de contribution à un géo commun d'ici la fin d'année 2025. Et donc ici, j'ai souhaité vous partager le témoignage d'un contributeur qui avait fait des signalements. Donc aujourd'hui, dans l'RNB, vous pouvez déjà faire des signalements, c'est-à-dire indiquer ici, vous avez un bâtiment qui est terminé, construit, ou ce bâtiment-là est à une mauvaise adresse et indiquer l'adresse. Donc c'est des signalements, on les reçoit. Et nous, le référentiel national des bâtiments, on analyse et si c'est accepté, on fait la modification dans le référentiel. Donc cet été, on avait lancé un jeu qui a duré 2 mois qui s'appelait les trophées du RNB. Et monsieur Jean-Baptiste Charon a accepté de témoigner, comme il a effectué 2000 signalements dans votre région Grand Est. Ça a été le deuxième plus gros contributeur de ce jeu. Il a souhaité vous expliquer pourquoi il a contribué. Donc déjà, pour lui, la motivation, c'est de participer à un projet ambitieux et utile et sur un territoire qu'il connaît, lui, en tant que citoyen. Et c'est aussi un grand contributeur d'OSM, donc il a pu réutiliser la donnée qu'il connaissait déjà et il a déjà une expertise sur identifier les zones où il y a des changements plus rapidement. Et il est convaincu également que multiplier les sources de données sont indispensables pour atteindre un niveau de qualité sur la donnée bâtimentaire. Donc j'ai souhaité vous partager ça pour vous montrer toute la force et l'intérêt du géo commun et de la contribution multisource. Voilà. Et là, vous retrouverez dans les slides, pareil, je ne vais pas détailler, mais des petits guides pour que vous puissiez avancer selon vos besoins, si vous avez besoin plutôt de récupérer la donnée bâtie, ou si vous souhaitez rendre plus accessible votre donnée
ou qu'elle soit plus accessible dans les DPE, etc., et de faire circuler l'information. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, la moindre question, n'hésitez pas à contacter l'équipe. On vous laisse notre email ici, rnb@beta.gouv.fr. Et également, j'en profite, donc on est en open data, donc c'est pas toujours évident de savoir qui nous utilise et dans quel cas d'usage. Donc on a une enquête qui est en ligne qui permet de récupérer de l'information. Donc si vous prévoyez d'utiliser le référentiel ou que vous avez déjà intégré les outils, n'hésitez pas à répondre à l'enquête, ce sera extrêmement riche et ça permet de donner plus de visibilité aux administrations porteuses comme l'IGN, l'ADEME, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis disponible pour les questions et n'hésitez pas à aller voir notre LinkedIn. On est aussi présent sur des forums comme le GeoRéseau et les forums des géos communs. Eh bien, merci beaucoup Inès pour cette présentation. Alors, je crois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Jean-Pierre? Oui, c'est ça. Donc, on va commencer avec… on pourra pas dire toutes les questions parce que vraiment, on a au total 8 questions. Mais voilà, je vais essayer de nommer les plus pertinentes. Donc, il y a une question qui parle de la BAN. Est-ce que vous allez remonter les identifiants de la BAN à ces données du RMB? L'identifiant est déjà dans la donnée. Donc, vous pouvez aller voir sur le site RMB, sur la carte, vous trouverez en dessous de l'adresse l'ID BAN, le code BAN. Et on est en train d'intégrer aussi si je ne dis pas de bêtises, le UUID par leur nouveau type d'identifiant. C'est en train de se faire petit à petit. Et à savoir aussi que le lien adresse bâtiment est un sujet extrêmement important. Donc, on a tout un groupe de travail avec la BAN et le RMB qui s'est mis en place en fin 2024. Et on travaille de manière mensuelle ensemble pour consolider le lien entre les deux et de voir également à terme comment une édition d'une adresse dans le RNB va pouvoir alimenter la BAN en termes de signalement, comme il existe déjà aujourd'hui, et comment faire des mises à jour plus rapides entre BAN et RNB et BAN. Oui. Alors, il y a une autre question concernant la licence, parce que vous avez mentionné que c'est en licence Open Data, alors oui, que vous avez mentionné aussi que des utilisateurs peuvent alimenter ces données par OSM. Donc, si pas de bêtises, donc est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre la licence d'OCM qui est de type ODVL et avec la licence ouverte? Je précise, j'ai peut-être mal formulé tout à l'heure. En fait, monsieur Jean-Baptiste Charbon est un contributeur Open Data, donc il contribue à beaucoup d'informations sur la géographie, dont OSM, donc c'est un énorme contributeur OSM. Donc, quand lui est venu contribuer au RNB, c'est qu'il a déjà une bonne connaissance de son territoire, mais il n'y a pas de lien OSM vers RNB. Effectivement, il y a tout sujet de licence. Et on travaille d'ailleurs depuis une bonne année aussi. Notre équipe est en lien avec OSM pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et justement, le sujet de la licence est sur la table et ça limite des idées qu'on a. Mais donc voilà, on est en train d'étudier qu'est-ce qui pourrait être, quelle synergie on peut trouver entre OSM et RNB tout en respectant les licences. Mais là, le cas dont je parlais, il n'y avait pas de lien directement connecté. En résumé, les données du RMB sont 100% en Open Data. Oui. D'accord. OK, parfait. Et on finit avec une troisième question et dernière parce que sinon, on n'aura plus le temps pour les autres intervenants. Oui. Est-ce que les données de l'immobilier de l'État qui sont basées, par exemple la base de données de la DIE, seront aussi intégrés ou pas? Ou c'est déjà le cas? Alors, nous, tous les bâtiments sont répertoriés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne précise pas l'usage du bâtiment. On ne précise pas dans le RNB, est-ce que c'est un bâtiment qui appartient à l'État ou à la commune? C'est un bâtiment privé, c'est un bâtiment de logement social. Les usages ne sont pas précisés dans le référentiel. Et c'est là où, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'objectif du référentiel, c'est d'être une base de données de référence et pas de métier, pas d'agréger d'informations, mais plutôt d'aller exploiter l'information déjà existante dans l'écosystème et de ne pas en reproduire. Donc l'objectif, ça va plutôt être nous intégrer dans les bases du DIE. Il y a une base qui est en train d'être essayée de monter, qui s'appelle Espace, sur justement identifier les patrimoines des collectivités. Donc c'est d'intégrer les ID RNB dans ces bases-là, mais pas de l'intégrer nous dans le référentiel, pour ne pas produire de manière multiple l'information. OK,
Merci. Merci. Et, voilà. et pour toutes les autres questions qu'on n'a pas pu répondre, donc on va le faire sur le site de DataRentes. Ils seront publiés les questions-réponses d'ici une semaine, ainsi que les vidéos. Donc voilà. Et si on a un petit peu de temps à la fin du webinaire, on va revenir sur des questions, donc continuez à les poser. Et donc du coup, nous accueillons maintenant Adeline Ferchaud pour ce qui a été fait à la métropole de Bordeaux. Alors, comment vous avez enrichi vos bases de données à partir du RNB? Oui, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par rappeler un peu le contexte. Donc, à Bordeaux Métropole, on est effectivement une grosse collectivité. Donc, on dispose déjà de nos propres bases bâtiments. Je vais y revenir juste après un peu pour vous expliquer ce qu'on a, donc plutôt sous la forme de données géographiques. À côté de ça, on a bien vu donc l'émergence de nouvelles bases bâtimentaires à l'échelle nationale, donc le RNB, la BDNB et tout ce qui peut y graviter autour. On a été sollicité donc par nos collègues des autres services pour pouvoir justement intégrer ces données dans notre SIG. Donc évidemment, on n'allait pas tout intégrer. Il y a quand même des redondances aussi. On a préféré un peu centraliser ces demandes. On a bien donc identifié le RNB comme étant le géo commun avec cet identifiant pivot qui permet du coup de faire le lien vers les autres bases. Donc, comme ça a été dit aussi en introduction, je participe au groupe de travail national des bâtiments depuis de nombreuses années, enfin depuis sa création. Donc, notre objectif, c'est plutôt de disposer de l'identifiant RNB, rapatrier cet identifiant commun dans nos bases pour pouvoir, du coup, ensuite faire facilement des jointures avec les autres bases et développer les usages. L'objectif, c'est pas d'avoir 10 bases bâtiments dans notre SIG et qu'après, on ne sait plus quelle base il faut utiliser pour quel usage. Donc, un petit focus sur nos propres bases et comment on les constitue. Donc, on a un référentiel qui est plutôt produit à partir d'acquisitions aériennes. Donc, on fait faire tous les 3 ans sur notre territoire un survol du territoire pour produire notre propre orthophotographie. Donc, on est passé désormais avec une résolution de 5 cm. Donc, on fait à la fois acquisition vue verticale et vue oblique. Et au-delà de l'orthophotographie, on a développé donc tous les usages autour de la 3D et notamment la production de bâtiments en 3D, comme on en voit l'illustration. Donc c'est pour faire un petit focus, donc c'est modélisation forme et pente de toiture. Et donc ensuite les bâtiments sont texturés à partir de notre vue verticale et oblique. Voilà, donc on a le modèle 3D dans les formats standards CityGML et CityJSON, les toitures en 3D, mais on a aussi les emprises en 2D et c'est ça aussi qui va nous intéresser par rapport à notre sujet du jour. On a aussi des référentiels géographiques plus métiers pour localiser tout ce qui va les équipements publics, les établissements scolaires, sportifs, etc. Et il y a aussi en cours un référentiel patrimoine qui est en train de se créer, notamment en lien avec tout ce qui est sur la problématique énergétique et le décret tertiaire. Et donc, ces autres référentiels sont basés sur les emprises des bâtiments en 3D. On essaye aussi de ne pas avoir 15 socles géographiques qui pour représenter la même chose. Donc ensuite, quand il y a eu donc la mise en place de ce groupe de travail bâtiment, on a bien du coup défini qu'est-ce qu'était un bâtiment. Et donc, on s'est rendu compte aussi que notre socle de bâtiment 3D était parfois mal découpé. On a un socle 3D donc, qui est depuis 2009, donc c'est pas récent, les techniques ont évolué depuis. Et du coup, le découpage, l'identification de qu'est-ce qu'un bâtiment, parfois vu du ciel, c'est pas toujours simple quand on a des toitures mitoyennes. Donc, on savait déjà que notre socle était perfectible en termes de découpage. Et là, du coup, quand on a pris contact avec les équipes RNB pour voir comment on pouvait s'inscrire dans la dynamique
soit d'être contributeur en tant que mise à jour ou pour pouvoir récupérer ces identifiants, il fallait faire une analyse plus poussée pour justement voir dans quelle mesure notre référentiel pouvait être compatible. Donc avec les équipes du RNB, ils nous ont largement aidés. Donc on leur a transmis notre référentiel du coup en emprise 2D et ils nous ont fait une analyse pour identifier tous les bâtiments qui étaient mal découpés ou en tout cas qui n'étaient pas découpés comme le RNB. Donc on en a identifié à peu près 30 000, donc ça correspond à peu près à 10% de notre base. Donc là, c'est ce que vous voyez sur l'illustration. Donc ce sont les bâtiments rouges qui ressortent. Hein. Donc évidemment, dans des secteurs assez denses, du coup, c'est là que ça ressort fortement. Et donc, comme on était en même temps en cycle de mise à jour de notre référentiel à partir de notre dernière prise de vue aérienne, on en a profité pour justement se dire ne faisons pas juste une mise à jour de notre base, mais profitons-en pour l'améliorer qualitativement. Et donc, on a fait une commande complémentaire à notre prestataire pour nous découper ces bâtiments. Donc, c'est ce qu'on voit maintenant. Donc, si je reviens en arrière, les bâtiments rouges, du coup, sont devenus jaunes et donc ont été découpés. Donc, ces 30 000 polygones mal découpés sont devenus, alors c'est encore en cours de travaux, mais peut-être 50 ou 60 000 bâtiments sur ça. Voilà. Donc, du coup, on a profité de ça pour améliorer. Et donc, notre objectif, c'est une fois qu'on a fini, de refaire le matching avec le RNB et pouvoir avoir une relation 1-1 au maximum. Hein. On sait qu'il y aura peut-être encore des petits écueils, mais en tout cas, voilà, de pouvoir identifier, récupérer cet identifiant RNB dans nos propres bases. Donc, nos prochaines étapes, c'est ça, donc c'est de disposer de cet identifiant RNB et du coup de pouvoir développer les usages à partir des informations disponibles, notamment dans les autres bases, comme l'a montré Inès, DPE, voilà, dans la BDNB et au fichier foncier, parce qu'on sait qu'il y a de l'information très riche là-dedans. Donc, ce qu'on envisage de faire, qu'on aurait dû faire déjà, mais qu'on a dû différer, c'est organiser un atelier interservice au sein de Bordeaux Métropole pour recenser les besoins, parce que si on agrège toutes les données qui sont possibles à partir du RNB, on va avoir une foultitude d'informations qui ne sont pas toutes directement intéressantes pour nous. Donc voilà, on va mettre autour de la table, donc je vous ai mis quelques exemples de direction, donc l'urbanisme, le foncier, direction des bâtiments, tout ce qui va être énergie, transition écologique. Et donc l'objectif, c'est quels sont pour vous les attributs de toutes les bases qui vous sont le plus intéressantes, pour quels usages, quels sont vos besoins. Et donc, on va identifier comme ça un ou deux cas d'usage pour faire un POC, pour proposer des analyses, valoriser les données qu'on aura pu agréger dans des applications dédiées pour voir comment on peut avancer sur ça. Et également, du coup, l'objectif aussi, c'est de poursuivre l'exploitation du RNB. Comment ça pourrait nous aider à identifier les changements, puisque du coup, à chaque fois qu'on fait une campagne aérienne, on détecte les changements. Donc là, on pourrait être sur un cycle où on ne fait pas un focus à chaque campagne aérienne, mais on a bien en temps réel ou quasi réel les mises à jour qui seraient à faire. Et du coup aussi, comment nous, on peut contribuer, être contributeur du RNB dans les signalements. Voilà, on pourrait dire par exemple qu'à chaque fois qu'on fait une campagne aérienne, nous sommes les garants de vraiment produire une couche bâtimentaire exhaustive à date de la prise de vue. Voilà comment on pourrait améliorer tout ça. Donc c'est pour ça que du coup on est en contact avec Inès et avec ses collègues pour à la fois que ce soit une relation gagnant-gagnant, comment eux peuvent nous apporter leur aide, leur expertise et dans nos référentiels, et comment nous, on peut aussi contribuer à
à améliorer le RNB lorsqu'on en aurait la possibilité. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci Adeline. Alors, est-ce que Jean-Pierre, il y a des questions spécifiques à la présentation d'Adeline? Non, je ne vois pas de questions spécifiques à cette présentation pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions sur les questions si jamais. Mais j'ai trouvé que c'était assez clair la présentation d'Adeline. Voilà. Oui, pas de problème, on est à disposition s'il y a des questions qui arrivent après, bien entendu. Voilà, donc du coup, vous pouvez poser vos questions toujours. Et puis, donc, on va passer à la présentation de Pierre Martin sur l'intégration du RNB dans le SIG de la ville de Saint-Martin-d'Hères. C'est tout bon, je pense que ouais, c'est impeccable. Donc, bonjour, effectivement, donc je vais vous expliquer un peu l'intégration du RNB dans notre référentiel SIG. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, de 2001 à 2015, j'étais chef de projet responsable d'application pour tout ce qui était système d'information géographique et les applications CAO-DAO à la ville de Grenoble. Lors de la métropolisation, je suis passé donc chef de projet, le même poste, au niveau de Grenoble-Alpes Métropole sur un service commun entre la métropole et la ville de Grenoble. Et j'ai aussi fait partie du comité technique du projet Open Data, ce qui m'a permis d'avoir une certaine appétence pour l'échange de données et notamment au niveau des données géographiques, on va dire des données référentielles. En septembre 2024, je décide de quitter la métropole pour rejoindre la ville où je vis et je deviens responsable du service SIG à la ville de Saint-Martin-d'Hères. Un élément clé dans ce parcours qui va revenir, c'est que j'ai pu, les dernières années où j'étais au service commun de la ville et de la métropole, j'ai pu participer à un programme qui a été lancé, qui était le programme PEPS, qui est un ensemble de projets pour la gestion du patrimoine immobilier et d'espace public. Au cours de ces différents projets, on s'est vite aperçu qu'il y a un point qui revenait sur la gestion du patrimoine immobilier, où il nous manquait la définition d'un bâtiment, le manque d'un référentiel clair, comme on dit, pas de standard, comment on définit un bâtiment, la communication avec le bâtiment, comment on définit, j'ai vu dans les questions, les bâtiments agricoles. Tout ceci était un peu difficile, comment on définissait un square à musique, etc., etc. Et on avait beaucoup de mal pour les services métiers au niveau sémantique à partager des définitions. Et on avait un savant mélange entre locaux, occupants, ensemble de bâtiments, c'était très compliqué. Et c'est à cette occasion, en 2022, que j'ai rencontré l'équipe RNB, qui à l'époque était constituée de 2 personnes, lors de Geodata Days, avec le lancement du RNB et le lancement effectivement des groupes de travail sur le bâtiment. Donc là, ça apportait vraiment des réponses aux questionnements qu'on se posait autour du programme PEPS. Donc on a rejoint le groupe de travail et on a participé à l'élémentation des standards. Pour revenir donc, ça c'était le passé, donc je reviens sur le contexte de la ville de Saint-Martin-d'Hères. Donc je suis arrivé en septembre 2024. Donc c'est un territoire qui est Saint-Martin-d'Hères, c'est une ville catégorisée grand centre urbain, c'est la deuxième ville d'Isère avec 38 000 habitants en 2022. Comme je le disais, en 2015, Grenoble Métropole devient une métropole. La ville de Saint-Martin-d'Hères ne renouvelle pas le poste de responsable de service SIG, disparition du service SIG, puisqu'elle pensait, la ville pensait qu'il allait avoir mutualisation des services SIG avec la métropole. Du coup, à la ville de Saint-Martin-d'Hères, de 2015 à 2024, on a un seul technicien SIG qui est rattaché à la direction des systèmes d'organisation des systèmes d'information, le système informatique. Il a fait ce qu'il a pu, il a récolté de la donnée, mais voilà, c'était pas trop le partage de l'information et puis pas de base de données centralisées, donc ça explique pas mal de redites de données, etc. En 2024, il recrée un poste, donc le mien, en responsable SIG, et ma première mission a été de mener un audit. Donc le constat, 7 Tera de données géographiques en fichier plat, en format SHAPE, GeoJSON, etc. Pas de référentiel partagé, pas de mise à jour de la BAN, alors qu'on avait l'obligation en 2023 de mettre à jour, de fournir notre BAN, et des circulations d'informations pas toujours claires au niveau des nouvelles dominations de voies, des parcs, des adresses, et aussi au niveau de la construction bâtiment avec la destruction des bâtiments et l'émergence de nouveaux bâtiments.
et du coup aussi des difficultés d'échange entre les services, puisque pas d'échange d'informations, pas d'échange de définition. Donc du coup, entre les services, un même bâtiment pouvait ne pas porter le même libellé. Donc, grosso modo, j'ai pas été très surpris. J'ai fait le même constat que j'avais fait lors de la mise en place du programme PEPS à la métropole. Donc, la première des actions, on voit que c'était de mettre à jour un référentiel commun. Donc, ce que nous, on appelle référentiel au niveau de la ville de Saint-Martin-d'Air, ce sera un référentiel qui sera constitué des parcelles, des adresses avec certification pour la BAN, donc la construction d'une BAL et un lien avec la BAN, du bâtiment, et très rapidement, l'interface avec le RNB est pareil évidente pour pas mal de services métiers. C'est revenu pas mal de fois dans les 2 premières présentations. L'identifiant d'un bâtiment, comme on disait, avoir un identifiant unique, même si les libellés de bâtiments changent entre métiers, avoir un identifiant unique permet de recouper l'information. Je donnerai 2-3 exemples concrets ensuite dont on s'est aperçu, où sur un même bâtiment, comme il n'y avait pas ce partage d'informations, ça a eu des conséquences même au niveau budgétaire, au niveau de la ville. Enfin, on va rajouter dans notre référentiel commun les voies et les découpages institutionnels et métiers. Pour la certification du RNB, nous, on a utilisé l'ETL spatial FME. Donc, on récupère les sources départementales, comme l'a montré Inès sur data.gouv.fr. D'ailleurs, je remercie le travail du RNB, puisqu'ils sont vraiment à notre écoute. N'hésitez pas à aller sur data.gouv.fr, de leur faire remonter des réflexions sur les jeux de données. J'ai vu qu'il y avait une question sur le WFS. Effectivement, ce serait une bonne idée qu'on ait des flux WFS sur le RNB. Ils sont vraiment à l'écoute et ils font tout pour nous faciliter la vie derrière. Au départ, sur data.gouv, il n'y avait qu'un énorme jeu de données qui couvrait toute la France. Maintenant, c'est partagé en sources départementales et ils enrichissent effectivement les sources de données avec les clés BAN, etc. Donc, plus on sera nombreux à les utiliser, plus on sera nombreux aussi à faire des réflexions sur ces jeux de données et on apportera de l'amélioration à ces jeux de données. Donc, je prends mes sources départementales sur data.gouv.fr et je filtre sur le territoire de Saint-Martin-d'Air. Et là, comme on disait, le rapprochement, c'est vraiment un partage d'expérience. On arrive sur des petites difficultés à l'intégration. Donc, comme le disait Inès, généralement, le RNB, c'est plutôt un point dans un bâtiment. Mais nous, on avait vraiment besoin, pour se focaliser un peu sur Saint-Martin-d'Air, du partage entre l'emprise du bâtiment qui est dans on va dire, dans le squelette de base du RNB et avec nos différentes données. Et on s'est aperçu, donc déjà, il y a une différence, c'est que vous avez la notion au niveau des données du cadastre bâtimentaire, du cadastre que vous récupérez, vous avez une notion de bâti léger, de bâti dur. Et cette notion, vis-à-vis du standard CNIGE, eh ben, on a un comportement où on a une interprétation des polygones bâtiments qui sont pas les mêmes. Et on s'aperçoit, par exemple, voilà, je vous ai fait un petit croquis, j'ai un décalage entre l'emprise du RNB, l'emprise cadastre dur et l'emprise cadastre léger. Donc, il y a parfois des bâtiments qui, effectivement, où le bâti léger a été intégré dans le bâti dur. J'ai un autre exemple derrière, qui est un peu plus parlant, où on s'aperçoit que, par exemple, voilà, vous avez sur votre gauche, pour vous expliquer ce bâtiment-là, c'est un supermarché. Il y a en fait des petits rectangles qu'on voit au milieu des arbres qui sont issus du RNB et qui ont donc un identifiant RNB, sont en fait des abris à chariots. Donc ça n'a rien à faire dans la base RNB. Donc tout ça, c'est des choses que nous, il faut qu'on nettoie et qu'on fasse remonter le RNB. Ils ont eu une donnée de base pour alimenter le RNB. Il est très important, je pense qu'on met tous la main un peu à la pâte pour nettoyer le RNB, pour avoir un référentiel fiable. On s'aperçoit aussi, je vous ai mis sur la petite image de droite, de petites différences, c'est-à-dire qu'au niveau de la DGFiP, il y a eu un découpage au niveau du cadastre, puisqu'une partie du bâtiment était sur la parcelle, et en fait, c'est le même bâtiment. Donc, pareil, que ce soit de notre côté ou du côté RNB, on s'aperçoit que là, voilà, on va avoir un identifiant RNB pour le gros polygone et un identifiant RNB pour le petit polygone, alors qu'en fait, sur le terrain, ce n'est qu'un seul bâtiment. Ça rejoint aussi un peu la présentation précédente. Ça nous a permis de reconsolider, nous, notre ensemble de bâtiments. Une autre difficulté, comme on disait, c'est que nous, voilà, c'est que entre l'emprise RNB, l'emprise cadastre et l'emprise en post-PAP, si on superpose les trois, on a des différences géographiques.
Donc, il a fallu aussi qu'on tranche en se disant sur quoi on travaille, nous, au niveau de la ville, au niveau de la collectivité. Donc, c'est vrai que pour ce faire, on a fait des choix, je vous expliquerai aussi après. Une autre aussi, ça, c'est les bâtiments qui sont à l'origine du stock initial du RNB. Je vous ai fait un croquis, je ne sais pas si vous le comprenez bien. Donc, à gauche, vous avez un bâtiment de vue de profil. Donc, ça, c'est le bâtiment en 3D vu dans le physique. Et le stock initial du RNB, si je me trompe pas, tu me reprendras Inès, mais je crois que vous êtes appuyé sur la BD Topo. Dans la BD Topo, ce type de bâtiment est représenté par 2 polygones pour montrer qu'il y a un décroché au niveau du bâtiment. Et du coup, comme il y a 2 polygones, comme le RNB a fait un traitement, on va dire, en masse sur son stock initial, et ben, on se retrouve avec 2 identifiants bâtiments. Donc ça, c'est pareil, c'est des cas qu'il faut identifier, où il faut éliminer un des bâtiments avec un des identifiants pour revenir à un seul bâtiment. Du coup, les décisions par rapport à toutes ces difficultés et à ce qu'on voulait intégrer dans notre base, on a décidé que dans notre cas, on devait avoir une cohérence avec la source cadastrale. C'était très important au niveau du service urbain. Donc, on s'est dit qu'on allait rapprocher les identifiants RNB de la couche bâtiment cadastral. Donc, on a fait tout le travail sur les emprises des bâtiments durs. Donc, on essaie de reconstruire des géométries complètes, comme je vous l'expliquais, avec les problématiques des polygones qui étaient découpés par les parcelles, ou voire même certaines notions de bâti léger, de les intégrer en fait dans le polygone, puisqu'on s'aperçoit que, par exemple, si je reviens à l'exemple du supermarché, je ne voulais pas montrer, mais les entrées de supermarché étaient considérées comme un bâti léger, puisque c'était de la partie vitrée. Et on se dit, bon, bah voilà, au niveau bâtiment, c'est un tout. On a mis aussi une échelle de priorisation pour certifier les identifiants RNB sur les bâtiments. Objectif numéro 1, bien évidemment, tout ce qui est du patrimoine ville, puisque c'est ce qui est le plus attendu dans les services au niveau d'échange de données. Puis ensuite, les bâtiments recevant du public. Et puis ensuite, viendra les autres bâtiments, bâtiments privés où nous, collectivités, on ne peut pas se déplacer parce que les bâtiments sont fermés, etc. On ne peut pas se déplacer facilement pour aller voir effectivement si si le bâtiment, il y a un seul bâtiment, plusieurs bâtiments, s'il y a communication, pas communication. Notre objectif, c'est de certifier 80% des bâtiments de notre territoire avec un identifiant RNB. Le reste, comme je l'expliquais, par manque de moyens humains, sera fait au fil du temps par l'intermédiaire des enquêtes RIL. On s'est aperçu que finalement, les enquêtes RIL qui sont destinées à collecter des informations pour les recensements serait un excellent moyen, puisqu'on fait de la vérification d'adresse. Pourquoi ne pas profiter de cette vérification d'adresse pour profiter aussi de la mise en place des bâtiments et de voir avec le RNB si, par rapport au standard CNIJ, on a un ou plusieurs bâtiments derrière. Du coup, là, je vous ai fait un petit peu ma pieuvre qui n'est pas documentée. C'est pas bien. Généralement, quand on fait un traitement FME, on doit documenter et on doit séparer. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire sur FME. Mais voilà, c'est donc le traitement, ce qu'on a fait c'est un traitement FME. Donc on a fait une comparaison entre les surfaces issues du RNB et les surfaces issues du cadastre avec un pourcentage de recouvrement. Et donc après, on calcule la différence de recouvrement entre les deux surfaces. Et après vérification manuelle, on s'est aperçu que quand on était à 30% de différence, on pouvait, de manière à l'aveugle, attribuer, pour un bâtiment où il y a un cas où il y a un bâtiment sur un bâtiment, attribuer l'identifiant RNB à notre emprise cadastrale. Donc, ce traitement nous a permis déjà de traiter 50% des cas. Reste bien évidemment les autres cas qui sont un peu plus compliqués, comme je disais avec les doubles bâtiments, où là, on va être obligé de passer aussi par du manuel. Les bénéfices attendus par les services. Donc, je crois qu'on revient à chaque fois, c'est un peu une redite par rapport aux deux autres présentations. Mais effectivement, nous, ça va nous permettre l'élaboration d'une table de correspondance entre les libellés métiers. Les services n'ont pas le même libellé, comme je l'expliquais. Donc, voilà, un exemple très concret. Les libellés des bâtiments ne sont pas les mêmes pour le service informatique que les libellés pour les bâtiments du service patrimoine. Le service informatique a passé des contrats pour des abonnements téléphoniques sur des libellés bâtiments, mais comme ils ne sont pas en lien avec le patrimoine et comme on ne partage pas l'information, on paye à l'heure actuelle des abonnements téléphoniques pour des bâtiments qui ont été vendus ou qui ont été détruits. Donc, si on avait une table de correspondance avec un identifiant unique qui nous dirait ce bâtiment a été détruit, ça pourrait redescendre au niveau de tous nos logiciels et nous éviter ce genre de blague. Voilà. C'est un exemple vraiment très concret.
On veut aussi de partager les données entre les différents logiciels métiers en rendant cette référence obligatoire dans nos logiciels. Je sais que le RNB est en train de faire je sais que le RNB est en train de travailler avec les assureurs pour intégrer l'identifiant RNB au niveau des assurances. Nous, c'est quelque chose qui a été demandé par notre service justement qui gérait les assurances, d'avoir un point commun. Ah, tiens, j'ai ma présentation qui a sauté. Voilà, je pense on est arrivé au bout pour pouvoir des questions. Alors, vous allez peut-être conclure en quelques. Ouais, attends, du coup, tant pis. J'y étais presque. Okay. Donc, comme on disait, donc l'objectif est presque atteint. Ce qui va pour la suite, il va falloir qu'on prévoie l'intégration de l'identifiant RNB dans l'échelle métier. Donc, ce qu'on va prévoir, c'est qu'on va modifier nos cahiers des charges quand il y aura un localisant au niveau des bâtiments pour inclure une partie dans le cahier des charges pour que les éditeurs, on va les forcer à mettre les identifiants RNB dans les logiciels au même titre que les identifiants BAN. On va aussi réclamer l'intégration de l'API RNB dans notre logiciel de gestion ADS. C'est le cas pour NextADS, c'est pas le cas pour l'heure actuelle pour notre éditeur. Donc, on va lui tenir la cheville aussi pour qu'il soit obligé de mettre l'API RNB dans son logiciel, en place dans son logiciel. Et ça va nous permettre aussi, on va mettre en place des circuits entre les différents services pour le maintien de la couche bâtiment du référentiel en lien avec le RNB. Faut savoir, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la DGFiP est aussi très partie prenante avec le RNB, puisqu'à l'heure actuelle, il y a eu un changement qui a été annoncé au GeoDataDes, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, où la DGFiP allait prendre en compte les données issues des SIG des collectivités. Donc, c'est bien les collectivités maintenant qui vont fournir aussi des emprises de bâtiments qui seront intégrées dans la DGFiP. Ce sera une des sources prioritaires. Et je pense qu'on n'a pas trop fait le focus sur cette question-là. Donc, je le signale quand même. Je sais que ça avait changé. Je ne sais pas si Inès a plus d'infos là-dessus, mais ça avait été annoncé par la DGFiP il y a 2 ans au GeoDataDes. Donc, voilà. Donc, on veut vraiment mettre en place ces circuits-là et on considère que le RNB devient maintenant le 2e vrai gros référentiel après la BAN, très important. Et nous, ce qu'on espère, c'est un 3e référentiel qui viendrait sur les tronçons et les voies, qui serait aussi une bonne chose pour nous faciliter la vie, le croisement, surtout au niveau de l'open data avec les différentes données. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, très utile pour voir comment, en pratique, voilà, on peut s'emparer du RNB au mieux. Peut-être une petite question avec une réponse très brève, Jean-Pierre? Oui. Alors, est-ce que vous faites vos caractérisations ERP avec le FME ou pas? Alors, en fait, on va croiser plusieurs bases de données pour caractériser nos ERP par rapport au bâtiment. Donc, on a des données en interne, on a aussi des données qui sont fournies. On s'appuie un petit peu sur de l'OSM aussi pour retrouver les caractérisations de bâtiments, etc. Mais effectivement, on essaye normalement, on arrive pareil à avoir un taux de résultat qui est assez satisfaisant là-dessus. Ok, mais c'est pas forcément avec FME. Ah, vous le faites avec FME. C'est plutôt du croisement. Alors, on va se servir des FME pour le croisement de données, mais ça va être du croisement de données en amont. Ok, d'accord. Je pense que c'est bon. On a plus de questions, mais il fallait prioriser, Eric. Okay. Voilà, c'est presque l'heure. En tout cas, merci. J'ai vu les questions et je pourrais répondre. Je vais commencer à répondre. Merci. Voilà. Donc, on va, de toute façon, les supports vidéo sur notre site internet et les réponses aux questions. Et donc, du coup, voilà, on voit que c'est un logiciel riche avec beaucoup de perspectives. Et donc, voilà, les acteurs du Grand Est, il faut qu'on s'en approprie et que voilà, qu'on l'utilise. Ça pourra effectivement faire l'objet encore d'échanges dans le cadre de Data Grand Est. Simplement, pour terminer, les prochains événements Data Grand Est. Donc, en mai, les 2 premiers jeudis de mai sont des jours fériés. Donc, du coup, évidemment, pas de jeudi de la donnée en mai. En juin, au départ, on voulait parler du ZAN, mais l'actualité étant mouvante sur le sujet, on souhaite avoir plus de stabilité. Donc, on a cherché un nouveau thème qui sera certainement sur l'open data dans le Grand Est. Voilà, bon, c'est à confirmer, mais on s'oriente vers cette solution. Et le 17 juin, on aura une journée thématique sur les données 3D et le LIDAR, quels usages pour la transition écologique. Et le webinaire de juillet, ça sera le 3 juillet, ça sera le PCRS. Encore un merci à tous nos intervenants, un grand merci à vous tous. Merci à vous tous qui avez assisté à webinaire.
Donc, on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur nos prochains événements Data Grand Est. Merci beaucoup à tous et à bientôt au prochain webinaire. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.